Bonjour à tous. Alors, nous allons revenir sur l'étape du 14 juillet 2025 lors du Tour de France, cette étape qui arrivait au Mont d'Or. C'est une étape que j'avais reconnue en partie avec les deux dernières montées et je m'en étais servi pour calculer les puissances dans l'ascension, donc du Mont d'Or par exemple. Or, dans la montée du Mont d'Or, il ne s'est pas passé grand-chose, hormis une attaque de Pogačar, puis il s'est relevé ensuite. Du coup, interpréter la puissance moyenne de Pogačar dans cette montée d'environ 3 km, la moyenne de la montée, c'est pas significatif puisque la montée n'a pas été réalisée à pleine puissance, ni par Pogačar, ni par Vingegaard. En revanche, il se trouve que sur cette étape, j'ai un ami, donc Nicolas, qui était sur place, à l'endroit où Pogačar a attaqué, ou quelques 100 mètres après le début de son attaque. Il l'a donc vu passer, telle une fusée, et ça l'a énormément perturbé de voir Pogačar et Vingegaard passer devant lui à une telle vitesse. Et donc Nicolas, on faisait des courses de vélo ensemble quand on était cadet, junior et espoir dans les années 90. Et il a fait ensuite une formation d'ingénieur. Et moi, je suis parti faire des études pour devenir entraîneur. Et donc, on s'est retrouvés par le hasard de la vie. Et donc, on a eu l'occasion de discuter de cette étape, et notamment de ce qu'il a vu de ses yeux lorsque Pogačar est passé devant lui, telle une comète. Et du coup, il a essayé, et il a réussi à recalculer la puissance de l'attaque de Tadej Pogačar pendant toute la durée de l'accélération. Et ça, c'est une prouesse. Alors, comment il s'y est pris? Eh bien, c'est simple. Il a tout simplement il est allé analyser les informations que nous avons sur Strava pour recalculer, en fait, à partir des données Strava de Pogačar, ce qu'il a publié, puisqu'il n'a pas publié sa puissance, eh bien, nous, on va la recalculer dans l'ascension. Et pour cela, vous voyez ici, il va s'afficher le dénivelé et le temps. Et là, vous avez la vitesse. Et donc, on voit l'attaque de Pogačar se trouve ici. Et donc, lorsque l'attaque démarre, on est à peu près à 20 km/h. Et donc, on voit la vitesse qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il va atteindre une vitesse de 39,8 km/h. À ce moment-là, vous avez l'altitude 1202 mètres. Et en fait, chaque seconde qui s'écoule, on a un relevé de dénivelé, de temps et de vitesse. Et à partir de ces informations-là, en fait, il est possible de recalculer en dynamique la puissance de cette section-là d'effort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. C'est la première fois que c'est fait à ma connaissance. Et donc, il a fait ce calcul-là. Il a tenu compte des incertitudes de mesure. Et ça a donné lieu à quelque chose que je vais vous présenter. Mais en attendant, ce que je propose, c'est qu'on revienne voir cette fameuse attaque que je vais commenter avec vous pour que vous puissiez comprendre ce que nous avons fait exactement. Allez, on va donc commenter cette ascension. Donc là, vous avez le groupe maillot jaune qui est déjà dans l'ascension depuis un petit kilomètre. Et donc, ça se regarde et on va avoir quand même une première attaque qui va être de Remco Evenepoel qui met une première accélération. Vous voyez, ça a l'air pas mal. Derrière, Pogačar, il regarde ça de loin. Finalement, c'est Oscar Onley qui y va avec Florian Lipovic dans la roue. Là, pendant ce temps, on a Simone Yates qui gagne l'étape, donc j'ai un peu accéléré l'image parce que c'est pas ce qu'on veut voir. Et on va faire un retour ensuite sur le groupe, donc l'attaque Remco est terminée. Voilà, Pogačar, il contrôle tout ça, il regarde, ça a l'air assez facile pour lui. Pendant ce temps, Benilli en termine. Donc voilà, on se regarde, et ça monte quand même à 20 km/h, hein, faut pas croire. Et puis là maintenant, c'est le tour de Florian Lipovic de mettre son accélération et Pogačar enfin met la sienne. Et là donc il est parti pour environ 1 minute d'effort. Et il atteint une vitesse de 39 km/h. Alors voyez-vous, derrière ça se relève très vite. Hein. Les attaques d'avant, ça ressemble du pétard mouillé à côté de l'attaque de Pogačar. Là, il relance un coup, on est à 35 km/h environ. Et donc le trou est fait, vous voyez, à grande vitesse. Hein, donc on est dans une pente à 8%. Hein. Et donc pendant environ
45 secondes, la vitesse sera comprise entre 30 et 39 km/h, sur une pente à 8%. Ils rejoignent Lenny Martinez, qui était dans l'échappée. Donc il tente de prendre les roues, il n'arrive pas à suivre. Pendant ce temps, tout le monde se déchire. Vous voyez ici, c'est Kevin Vauquelin qui a plus beaucoup de force, qui termine comme il peut. Et là maintenant, ça commence à temporiser. On se regarde, mais on est quand même à 22-23 km/h sur une pente à 8%. Ils n'ont pas l'air marqués par l'effort, pas trop, hein. Pourtant l'effort il est conséquent. Ça y est, Lenny Martinez recolle, et maintenant qu'ils se sont relevés, Lenny Martinez va les relayer, et puis derrière vous avez le groupe des outsiders qui sont distancés, qui tentent de limiter la casse. Et donc ils vont finir comme ça, en se regardant et en laissant filer le maillot jaune, parce que c'était la stratégie finalement, hein, de pas conserver le maillot jaune ce jour-là. Et donc, voyez-vous, ils ne sont pas marqués du tout par l'effort, hein. Ils viennent de réaliser un effort qui est extrêmement violent. Ils continuent de pédaler, et là ils ne sont pas en train de se promener, ils sont à 400 watts à peu près, hein. Voilà, ils sont environ à 400 watts, on est à 20 km/h, sur une pente à 8%, donc on n'est pas en train de se promener en réalité. Et donc ils vont terminer comme ça, tranquillement, pendant que derrière, tout le monde s'emploie et se déchire pour tenter de limiter la casse. Ils sont sur le grand plateau, hein, vous pouvez regarder, ils sont sur le grand plateau. Lenny Martinez, il a le petit plateau, et derrière dans le peloton, la plupart des coureurs, quand on voit sur l'image, ils ont le petit plateau. Alors certes, maintenant, les grands plateaux sont accompagnés de dentures très élevées à l'arrière, mais ici, vous regardez, si vous jetez un coup d'œil, vous verrez qu'ils ont quasiment tous ce petit plateau. Voilà, et donc là, on se neutralise, il se passe rien, même Vingegaard n'attaque pas, enfin, ça n'a pas vraiment de sens ce qui s'est passé en réalité, hein. Pogačar a juste voulu mettre une attaque, histoire de bien montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le boss, quoi, et les autres, à côté, c'est des petits coureurs, quoi, vraiment, c'est l'impression que ça donne. Et vous allez le voir quand on va analyser la performance réalisée, ce qu'on a vu là, en fait, c'est quelque chose de profondément anormal. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc on les laisse terminer tranquillement, voyez-vous, ils ne sont pas marqués du tout par l'effort, hein, ça a l'air facile, pourtant ils se sont mis à bloc, ils se sont mis dans le lactique+++. Voyez-vous, c'est tranquille. Bon, pendant ce temps, Lenny Martinez, il est carbonisé parce qu'il a fait l'échappée devant, mais eux, derrière, ils ne se sont pas promenés non plus, il ne faut pas croire, il faut quand même rouler à 320 watts de moyenne pendant 4 heures, pendant 4h20. Voilà, donc on voit vraiment qu'ils se sont totalement neutralisés, et c'est même très étonnant que Vingegaard n'ait même pas surenchéri par une accélération, hein. Et derrière, comme ils ont tellement ralenti, le groupe des coureurs qui étaient distancés se déchire, et ils parviennent à revenir, à recoller tant bien que mal pour limiter au maximum les écarts. Voilà, on se serre la main, on s'est bien amusé. Les autres derrière, ils ne se sont pas amusés vraiment, hein. Kevin Vauquelin, il n'en a pas encore fini. Voyez-vous, il est à l'arraché complètement, et il perd du temps, hein. Donc, voilà, c'est pas le même monde. On dirait qu'ils font pas le même sport. Voilà, vous avez Félix Gall qui termine pareil au bout de sa vie. Enfin voilà, ils terminent comme ça, les coureurs, hein, normalement. Voilà, on va laisser finir Kevin Vauquelin, tout de même. Et puis on va revenir ensuite sur l'analyse pour comprendre ce qui s'est passé réellement en termes de performance. Allez, voilà, il termine Kevin Vauquelin, et il a mis tout ce qu'il avait. Bien, donc avant de vous donner le résultat des calculs, je précise que dans le calcul, dans le programme de calcul qui a servi à reconstituer la puissance de manière dynamique, Nicolas a tenu compte d'incertitudes de mesure puisqu'on doit estimer certains paramètres. Et il faut savoir que du coup, ça se calcule. Donc ça veut dire que les résultats qu'on va vous donner sont avec une incertitude qui est faible, parce qu'en réalité, il est très peu probable que l'on ait surestimé tous les paramètres ou sous-estimé tous les paramètres. Et donc, il est possible de calculer l'incertitude de mesure. Et donc, ça nous donne tout de même une fiabilité importante dans les données qu'on va vous communiquer. Donc, vous comprenez bien qu'à partir donc des puissances ici, donc le graphique, donc ce qu'a publié Tadej Pogačar, eh bien, on va reconstituer point par point son accélération et calculer la puissance. Et donc, en fait, quand il démarre son effort, on est à peu près à 20 km/h. Et très rapidement, on est à plus de 30 km/h. Et on accélère encore. Et il arrive à une pointe à 39,8 km/h. Et puis ensuite, il va maintenir une vitesse assez élevée.
qui va rester supérieur à 30-35 km/h pendant un petit moment. Et au bout d'une cinquantaine de secondes, il commence à décélérer un peu, mais on est toujours regardé encore à 32 km/h, pour finalement couper l'effort environ au bout de 57 secondes, où vraiment on sent qu'il y a voilà, où l'effort, on sent qu'il va être coupé. Donc on a environ 57 secondes d'effort où on est à une puissance quasi maximale, peut-être pas tout à fait, peut-être qu'il a encore un peu de marge. Et on retrouve même chez Oscar Hondley la même accélération. Donc ici, Oscar Hondley, lui, par exemple, bah, il n'a pas réussi à suivre l'accélération, mais c'est le coureur qui est immédiatement derrière l'attaque de Pogačar, enfin juste après Vingegaard, bien sûr, qui est collé à la roue. Et Oscar Hondley, en fait, on voit bien, lui, il a publié la puissance. Donc ça, c'est les premières accélérations de Remco. Voilà, on a une petite pointe de vitesse qui monte à 30 km/h. Ensuite, il y a, je pense, une accélération qu'on ne voit pas à la télé ici, qui permet de recoller sur Remco. Puis ensuite, on a une accélération de Florian Lipovic et la phase de temporisation où Pogačar contrôle un petit peu. Et ici, l'attaque de Pogačar où Oscar Hondley va s'accrocher pendant une quinzaine de secondes. Donc Oscar Hondley, il fait environ 62 kg, donc il va pas développer des puissances aussi élevées que Pogačar, qui est un peu plus lourd. Mais regardez quand même, il monte à plus de 800 watts et il va rester pendant environ 15 secondes autour de 680 watts. Et ensuite, il va rendre les armes et il va revenir, il va se rasseoir, il va monter une allure beaucoup plus modeste. Et donc, le résultat du calcul, donc ça donne pour Pogačar une puissance moyenne de 736 watts pendant 57 secondes, avec un pic de puissance sur 30 secondes d'environ 834 watts. C'est quand même pas rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 57 secondes dans la mesure où je pense qu'il coupe son effort. Si on prolongeait l'effort à 1 minute, je pense qu'il est largement capable, enfin on pense qu'il est largement capable de produire cette puissance-là pendant 1 minute. Et donc ça, c'est une puissance calculée en fonction du poids de Tadej qui fait environ 65 kg. Donc, vu comme ça, le chiffre, on parle peut-être pas, mais enfin, si vous êtes cycliste et que vous avez un capteur de puissance, vous savez que développer 736 watts, il y a des gens qui n'y arrivent même pas sur 5 secondes sur un sprint sans situation de pré-fatigue. Ici, il faut savoir que cet effort a été réalisé alors que l'effort est déjà bien engagé. Alors, sur ce graphique, là, c'est la courbe de la reconstitution de la puissance. Vous avez donc en rouge la puissance, en bleu la vitesse, et en orange la puissance cumulée. En rouge, c'est la puissance instantanée. Donc en fait, cette deuxième phase ici, c'est quand il se remet en danseuse, probablement, où il réaccélère un petit coup. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à une vitesse de pratiquement 40 km/h sur une pente à 8%. Donc on pourrait, si vous voulez, étalonner ça sur un athlète à 70 kg, comme on le fait souvent, hein, puisque le poids moyen des cyclistes, c'est environ 70 kg plus ou moins 1. Pogačar est un peu plus léger, il fait 65 kg. Mais si on étalonnait sa puissance, eh bien, il est capable de produire, dans cette accélération, 900 watts sur 30 secondes et 792 sur 1 minute. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a passé 45 secondes environ à une moyenne de 34-35 km/h. Et pour vous donner une comparaison, cette performance-là, c'est équivalent à l'issue d'un marathon couru à 18 km/h à finir un 400 mètres en 45 ou 46 secondes, c'est-à-dire à 3 secondes du record du monde du 400 mètres. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des marathoniens terminer les 400 derniers mètres à une vitesse pareille. Bekele, quand il gagne un peu au finish, un peu au sprint, dans le dernier kilomètre, son marathon, donc c'était à Berlin en 2016, il fait les 400 derniers mètres environ en 1 minute. Et récemment, Jimmy Gressier, le vainqueur du 10 000 mètres, c'est un final ultra rapide, puisqu'ils arrivent très nombreux au sprint. Sur le dernier tour, et bien, il fait le dernier tour en environ 54 secondes. Donc on est très très loin de pouvoir courir en 45 secondes. Donc ça, c'est pour vous comparer, donner des repères un peu par rapport à ceux qui font de la course à pied. On va vous donner d'autres repères après, mais il faut bien prendre conscience que c'est un effort qui se fait à l'issue de 4h20 de course, où on s'est quand même pas promené, puisque la puissance moyenne pendant les 4h20, même en restant tout le temps à l'abri du vent, c'est environ 315-320 watts de puissance normalisée pendant tout ce temps-là. Et ça, on le sait parce qu'on voit la puissance de Oscar Hondley qui est publiée, la puissance de Kevin Vauquelin qui est publiée. Donc on connaît
les puissances moyennes de l'étape. Et donc ça veut dire que globalement, à l'étape, elle ne s'est pas courue, on ne s'est pas promené. C'est un parcours avec 4500 mètres de dénivelé. L'arrivée est plus haute que le point de départ, puisqu'on est parti en plaine à 300 mètres d'altitude pour arriver à 1300. Et donc c'est une étape difficile. Et donc on arrive forcément avec une fatigue métabolique qui est significative. Et en plus de ça, l'effort, il n'est pas entrepris comme ça au pied de la côte après la descente. La montée a commencé depuis environ 4 minutes et elle se fait déjà à une allure rapide d'environ 22 km/h. On est à peut-être 420-430 watts de moyenne depuis le début de la côte. Donc ça veut dire que c'est une véritable suraccélération où il a quasiment doublé la puissance pendant une minute. Et évidemment, vous avez vu qu'à part Vingegaard qui est resté collé à la roue, personne n'a pu suivre et le trou a été réalisé immédiatement. Mais imaginons que l'on compare maintenant cette performance avec une épreuve connue en cyclisme qui est le kilomètre sur piste. Combien vaut Tadej Pogačar sur les kilomètres sur piste? À partir de la performance qu'il a fait là, on peut créer une simulation. Donc on est allé retrouver des données publiées sur les puissances des pistards sur le kilomètre. Donc ici, vous avez une étude avec par exemple Melvin Landerneau, où on voit comment se répartit la puissance. Il y a environ 15 secondes en danseuse pour se lancer et environ 45 secondes en position assise, où la puissance ne cesse de décroître. Et donc, tout simplement, on est allé faire une modélisation. Donc j'ai créé un outil. Nicolas a également fait aussi des tests de son côté pour vérifier que ça tienne de la route. Et donc on a créé un outil qui permet de modéliser avec la puissance de Pogačar qu'il a tenue pendant cette accélération, quel temps il pourrait faire sur le kilomètre sur piste départ arrêté. Est-ce qu'il est capable de titiller les meilleurs pistards du monde, qui sont des montagnes de muscles d'environ 95 kg. Donc pour ça, il suffit de régler les paramètres. On a dit 736 watts. Pogačar, il fait environ 65 kg. Un vélo sur piste, c'est assez léger, il n'y a pas de dérailleur, voilà, il n'y a pas de vitesse. Donc on est environ avec le vélo et les chaussures et le casque à les 73 kg. S'il réalisait ce record de l'heure au Mexique, par exemple, à Aguascalientes, ce record du kilomètre, ce test du kilomètre, eh bien, le vélodrome d'Aguascalientes au Mexique, c'est un vélodrome en altitude, et on peut faire monter la température à l'intérieur naturellement, parce que c'est une sorte de serre naturelle, c'est une sorte de voile. C'est pas quelque chose d'extrêmement solide comme structure. Et donc la température dans la journée, elle monte assez vite. Si bien qu'il y a des moments où on ne peut pas faire un effort intense parce qu'il fait trop chaud. Par contre, pour faire un effort court, d'une minute, même s'il fait chaud, c'est pas un problème. Donc s'il fait 30 degrés dans le vélodrome, on a une densité de l'air de 0,9. Ensuite, le coefficient de roulement de ce vélodrome, moi j'y suis allé pour le record de l'air de François Lamiraud, et donc on avait un vérificateur de puissance, donc on avait quand même pu déjà vérifier que les paramètres qu'on estimait étaient corrects. Et donc on est environ à ce coefficient de roulement-là, qui est très bas, c'est un super vélodrome à Aguascalientes. Le démarrage en position en danseuse pour Pogačar, qui est un petit gabarit, il y a moyen, allez, on va dire, d'être à 0,3, c'est le SCX. Le coefficient de traînée aérodynamique pendant 15 secondes. Ensuite, les coureurs sont généralement assis pour les 45 secondes suivantes. Et donc, la position aérodynamique peut descendre avec un SCX à 0,22, qui est, à mon avis, très très large, parce que sur piste, un gabarit comme Pogačar peut largement atteindre ce niveau-là, voire moins. Et donc ensuite, eh ben, voilà, on a 15 secondes de position assise, de position danseuse, pardon. Et donc, on lance la simulation, et il nous donne un résultat de, ici vous l'avez, 58 secondes et 5 dixièmes sur le kilomètre à Aguascalientes. C'est pas très loin, enfin c'est à 2-3 secondes du record du monde, réalisé par une belle montagne de muscles, mais il n'empêche que c'est un temps qui est capable de rivaliser avec les meilleurs pistards du monde sur le kilomètre. Et ça, c'est une performance qui est réalisée à la fin d'une étape de 4h20. Alors, ce calcul, il a quelques limites, parce que de toute façon, il faut savoir que sur piste, ça se fait avec un seul braquet. Donc vous ne pouvez pas changer de vitesse. Donc vous démarrez avec un gros braquet au démarrage. Et ensuite, il faut être capable de tourner les jambes très très vite. Donc Pogačar, il faudrait qu'il améliore un petit peu sa technique de démarrage, qu'il travaille un peu. Et puis aussi, sur piste, c'est pas aussi facile de produire des watts qu'en montée. Mais, à mon avis, ces deux paramètres-là sont largement contrebalancés par le fait que l'effort qu'on a calculé ici
au Mont d'Or, il n'a pas été fait en situation optimale, puisqu'il y a une véritable fatigue métabolique qui est déjà présente au moment où il lance son attaque. De plus, il n'est pas certain qu'il ait réalisé la totalité de l'effort à 100%. Il s'est peut-être relevé un petit peu sur les quelques dernières secondes. Donc, c'est absolument exceptionnel ce qui a été fait. C'est pas normal, c'est la science-fiction. Et pour moi, ce qui est important de préciser aussi, c'est que normalement, ce type d'effort, d'une minute comme ça à pleine puissance, c'est un effort qui sollicite beaucoup la filière anaérobie, c'est-à-dire que vous faites fonctionner vos muscles sans avoir recours à l'oxygène. Et ça, cette filière-là, elle est antagoniste avec la filière aérobie. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir, par exemple, en athlétisme, un coureur de 400 mètres qui un jour en a marre et se dit bah maintenant je vais me spécialiser sur le 1500 mètres ou le 3000 mètres. Eh ben non, il peut pas. Les coureurs de 400 ne font pas des bons coureurs de 1500 mètres, de 3000 mètres ou des futurs marathoniens de bon niveau. Parce que, de manière, on va dire spontanée, génétique, ils ont des propriétés de sprinteurs, de puncheurs. Ils n'ont pas des qualités de coureurs d'endurance, avec une grosse VO2 max, etc. Et inversement, vous n'allez pas avoir un coureur de marathon qui dit tiens, maintenant je vais aller faire du 200 et du 400. Ou du 800 mètres éventuellement. Parce que tout simplement, ce sont des filières antagonistes. Et il y a des paramètres biologiques, comme par exemple la typologie musculaire qui explique très bien cela. Si vous êtes un sprinter, musculairement, vous allez avoir dans vos muscles, beaucoup de fibres rapides qui captent mal l'oxygène, mais qui par contre sont très puissantes. Et si vous êtes un coureur d'endurance, vous allez avoir peu de fibres rapides, beaucoup de fibres lentes qui sont moins puissantes, mais qui captent très bien l'oxygène. Et donc, c'est un jeu de proportions dans les muscles. Vous avez en gros 80%, 20%. Et c'est ça qui détermine en grande partie votre profil de performance. Est-ce que vous êtes un sprinter, un coureur de demi-fond ou un coureur d'endurance? Et donc, vous ne pouvez pas avoir les deux propriétés en même temps. Ce sont deux filières antagonistes. Et donc, voir Tadej Pogačar réaliser des performances de dingue dans des montées de col de 40 minutes, le voir réaliser des performances comme ça, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement suspicieux et on a le droit de le penser. Parce qu'on vous donne des éléments, avec cet exemple-là, et d'autres vidéos qui ont été produites récemment, qu'on est face à quelque chose de pas normal, tout simplement. C'est de la science-fiction. Ok? On est face à un phénomène de science-fiction, c'est un phénomène de foire. On peut le dire ça quasiment comme ça. On va terminer en remerciant Nicolas pour le travail qu'il a fourni, pour nous donner des données comme celle-ci. C'est la première fois, une première historique. Et puis, on va quand même poser des questions. Mais où sont les journalistes? Les journalistes de plateau télé, d'investigation? Où sont les consultants experts en cyclisme que l'on voit sur tous les plateaux télé? Où sont-ils sur ces questions-là? Heureusement qu'on est là. Pour terminer, j'aimerais dire que nous n'avons rien contre la personne de Tadej Pogačar. Mais en surpassant les références historiques, y compris celles établies à l'époque où le dopage à l'EPO était largement répandu et documenté, les performances de Tadej Pogačar ne peuvent être analysées sans susciter de sérieuses interrogations. Elles posent la question de leur plausibilité biologique dans le cadre d'un sport soumis à des règles sanitaires et éthiques. Notre travail ne prétend pas couvrir l'ensemble du champ sportif, ni cibler tous les cas suspects. Si le temps et les moyens le permettaient, il serait pertinent d'élargir l'analyse à d'autres disciplines ou à des profils moins médiatisés, mais nous avons fait le choix de nous concentrer sur le cyclisme, domaine que nous connaissons le mieux, où nous disposons d'outils d'évaluation robustes et dans lequel la quantification des performances est particulièrement accessible. Dès lors, prétendre protéger l'image du sport, en dissimulant ces anomalies et en tentant de les faire passer comme des exploits auxquels nous devrions tous souscrire aveuglément, constitue à notre sens une posture contraire à l'éthique sportive. Aimer véritablement le cyclisme, c'est avoir le courage d'interroger ce qui dérange. Ceux qui savent et se taisent doivent s'interroger. Aiment-ils sincèrement ce sport, ou bien la place et l'image que ce sport leur confère? Et je termine par une citation du chanteur et poète engagé, Jean Ferrat. « Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais je n'ai pas à m'en excuser. »